Parler du vivant pour sauver ce qu'il en reste, c'est l'ambition de notre génération. Dans ce podcast, je donne la parole aux acteurs du changement. Ceux qui croient et agissent en faveur d'une transition écologique et sociale. Ceux qui brisent les codes et créent la société de demain. Je m'appelle Laurie, je suis l'hôte d'Épicéa et j'espère que ces conversations révéleront en vous le chemin du possible. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à donner une note sur Apple Podcast ou Spotify et à le partager sur les réseaux sociaux ainsi qu'à vos proches. Et maintenant, je laisse place à l'épisode. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous êtes prêts pour rigoler un coup. C'est pas moi qui vais vous faire rire, mais ces trois personnes sont potentiellement là pour ça. On va rigoler parce qu'on va parler aussi d'engagement, un sujet qui est a priori pas méga drôle, mais c'est pour ça que j'ai engagé des pros pour rendre ça un peu plus drôle, parce que personnellement j'y arrive pas toujours. Engagé, on est bénévole. Hein? Moi aussi. Merci le festival maintenant. Mais c'est ça, ça a toujours été l'entube, ça, des trucs associatifs. C'est fait, on va te demander de t'organiser un festival, ça va te demander environ 60 heures par semaine pendant 6 mois. Mais c'est pour la bonne cause. Hein. Mais putain, mais les tentes, on les paye, les électriciens, on paye tout le monde, mais... Toi, mais pas les intervenants. Tu es payé sur ton âme. Et je le donne avec plaisir. Bon, pas trop. Mais du coup, je vais me présenter pour commencer. Donc, moi, je m'appelle Laurie Pacienza. Je suis activiste pour la justice sociale et climatique. Je reconnais quelques-uns de mes co-activistes dans la salle. Du coup, j'ai aussi un podcast qui s'appelle Épicéa. Donc, en fait, là, vous êtes tous sur un épisode d'Épicéa qui est en train d'être enregistré par notre team son incroyable juste là. Sur le podcast, du coup, je parle d'engagement de manière générale, de comment on lutte pour la justice climatique et sociale. Donc, en gros, comment on lutte pour avoir un monde plus juste, plus durable et dans lequel on va potentiellement pas tous mourir dans une dizaine d'années. Ça, c'est le projet. Ouais, il va falloir rire avec ça. Et du coup, le projet aujourd'hui, c'est de voir comment on peut potentiellement tourner ça en rigolade, si possible, pour embarquer un max de monde dans la lutte avec nous et montrer que la lutte, en fait, ça peut être fun. À certains moments, en tout cas. Et du coup, à mes côtés, aujourd'hui, j'ai Adèle, humoriste et stand-upper bruxellois, qui parle de plein de choses, qui a un dernier spectacle dans lequel il parle du fait qu'il est arabe. Est-ce que tu veux bien te présenter en quelques mots? Enchanté, du coup, ouais, Adèle, comme elle a dit, ça fait 4-5 ans que je fais du stand-up. Écoutez, je fais plein de choses, hein, mais il y a des gens qui me connaissent. Voilà, top. Non, merci beaucoup. Bah oui, tu m'as engagé. Non, mais voilà, ça fait 4-5 ans que j'ai fait du stand-up. J'ai un spectacle depuis 2 ans maintenant. C'est le premier spectacle. On parle de beaucoup de choses, mais le fil, c'est beaucoup d'anecdotes. Mais le fil rouge, c'est un peu un truc qu'on peut connaître un peu tous quand on est binational. Quand on a 2 cultures, tu sais, quand on vient d'une famille mixte, enfin, ma famille n'est pas mixte, mes 2 parents sont algériens, mais je suis né en Belgique. Et donc, il y a un peu ce truc de, pour les Arabes, je suis un blanc, pour les Blancs, je suis un Arabe. Donc, où est-ce que je me situe là-dedans? Donc, on parle un peu de ça. Rassurez-vous, c'est très cool, le spectacle, c'est juste beaucoup d'anecdotes et beaucoup de moments où je prouve que je suis surtout très très con. Donc, ça, c'est un plaisir. Mais voilà, je sais pas ce que tu veux savoir d'autre. Écoute, ça me semble vraiment pas mal et complet. Ok, trop bien. Et du coup, à côté, nous avons Moana, qui est également stand-upeuse et humoriste bruxelloise, enfin, française mais basée à Bruxelles. Tu peux nous parler un peu de toi? Oui, je m'appelle Moana, je suis tellement française que pour venir ici, j'ai pris un train qui allait à Leuven à la base. Merci. Merci pour ces applaudissements de pitié. Non, je m'appelle Moana, je suis humoriste, ça fait 2 ans, tout pile quasiment, que j'ai commencé le stand-up. Avant ça, j'avais 7-8 ans d'improvisation théâtrale dans les pattes. Moi, je n'ai pas encore de spectacle. Je cherche un peu les sujets sur lesquels j'ai envie de travailler. J'ai un spectacle avec 2 autres amis, quand même, qui s'appelle Fin de soirée. Et c'est un spectacle où on aborde certains sujets qui sont engagés, mais avec beaucoup de légèreté. Et aussi, on a créé, avec ces 2 amis et d'autres gens, un collectif qui s'appelle l'Atout Comedy Club et qui a pour but de mettre en avant les femmes et les minorités de genre dans le monde du stand-up. Donc, on programme que des femmes et des minorités de genre sur nos scènes parce que c'est une nécessité. C'est trop bien. Merci de le faire. Et du coup, pour terminer, Dan, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi? Ouais, je m'appelle Dan Gagnon, je suis blanc, j'ai 40 ans, je suis hétérosexuel et je trouve qu'on peut plus rien dire aujourd'hui. On
peut vraiment plus rien dire en Ah non, c'est 2023. horrible, c'est horrible. Vous voudriez pas être dans ma position. Non, j'essaie de m'intéresser justement aux luttes parce que quand tu as été victime de rien jamais, tu te dis si je fais rien, je suis un trou du cul alors. Et donc j'essaie de ne pas l'être, donc j'essaie de m'intéresser à ce qui se passe un tout petit peu en dehors de mon nombril. Et je suis humoriste depuis plusieurs années. Je suis arrivé du Québec il y a une vingtaine d'années maintenant. Il y a une vingtaine d'années. J'étais à Louvain-la-Neuve quand je suis arrivé. Une ville très pratique quand tu arrives avec une valise et une trottinette. Tu peux vraiment faire beaucoup de choses avec une trottinette ici. Et c'est un plaisir de revenir ici. J'ai toujours du plaisir à venir dans ce genre d'événement parce que la seule manière de ne pas devenir un vieux con, c'est d'écouter ceux qui sont plus jeunes que toi. Et en se disant, genre, non, il y en a qui vont dire, tu es plus vieux, qu'est-ce que tu peux nous apprendre? Fait, fuck all, vous avez vu ce que j'ai fait avec ma vie. Mais je suis ici pour voir ce que vous faites avec la vôtre et essayer de pas être une vieille merde, quoi, finalement. Donc voilà, je vais essayer d'être rigolo, mais surtout d'écouter le petit peuple. Non, c'est pas... d'écouter ce que vous avez à dire. Donc merci beaucoup de m'avoir invité, je suis content d'être là. Avec plaisir. C'est tout un projet du coup de pas être un vieux con. Je pense qu'il y en a qui devraient s'en inspirer un peu plus. Ma mère dit avant d'être un vieux con, il faut que tu sois un jeune con. Donc du coup, moi, je pars mal dans ma vie. Donc il faut vraiment rattraper la courbe, quoi. Faut bifurquer, quoi. Ok. Exact. Du coup, on va faire un peu marche arrière pour tous. Est-ce que vous avez toujours été drôle? Voilà. Alors, vas-y, Moana, t'as fait une drôle de tête, donc commence. Est-ce que l'humour, ça s'est présenté à toi comme une évidence ou est-ce que t'as dû la mûrir, cette question? Déjà, c'est hyper dur de dire qu'on est drôle et si personne rigole après, genre c'est une grande claque dans ton ego. Donc peut-être que je ne suis pas drôle, voilà. Pas d'attente de votre part. Mais sinon, moi depuis toute petite, en fait, je sais pas comment dire. Je suis tombée dedans la marmite. Non, de l'humour quand j'étais toute petite, mais en gros dans ma famille. On rigolait tout le temps, quoi. C'était quelque chose qui était très très présent. Et donc moi j'adorais, je pensais que c'était normal, que tous les repas de famille c'était la fête. Après j'ai grandi, j'ai parlé aux gens autour de moi et bon, non. Mais j'ai surtout découvert faire rire un public quand j'ai découvert le théâtre. Et fun fact, avec mes amis, quand j'avais 10 ans, on a créé un club de théâtre clandestin. Parce qu'on était des tugues, comme disent les jeunes. Non, parce que en fait, on n'avait pas le droit de faire du théâtre dans mon collège, et du coup, nous, on voulait vraiment en faire. Donc, on allait dans le foyer du collège et on s'entraînait et tout. Et les pions, ils venaient nous voir, ils disaient mais qu'est-ce que vous faites là? On était là, on fume de la drogue, t'inquiète, on fume de la drogue. On fume de la weed. Non, en fait, on lisait des didascalies trop rebelles. Et du coup, on a montré notre pièce de théâtre qu'on avait montée nous comme des zinzins de 10 ans. On fait pas ça normalement à 10 ans. À notre professeur de français qui a dit mais c'est trop bien. Et après, elle a monté un club de théâtre. Et donc mais la classe. Et oui, c'était trop cool. Et après, j'ai fait du théâtre pendant 10 ans. Et le souvenir que j'ai de ma première scène de théâtre devant un public, c'est d'avoir fait un truc un peu marrant avec mon visage et toute la salle a ri. Et alors là, le sentiment est génial, quoi. Et là, t'étais humoriste, quoi. Je me suis dit, c'est moi. Je suis la prochaine, je sais pas. La prochaine. Je suis la prochaine. Ok, trop bien. Et est-ce que du coup, on voit quand même que ça remonte un peu, le théâtre et me faire rire. Est-ce que tu as toujours voulu utiliser l'humour comme vecteur pour parler de choses engagées? Alors tu vas pas me dire qu'à 10 ans, enfin je te croirais pas de toute façon. Si, alors j'étais à l'ONU à 10 ans, non. C'est surtout un truc qui a mûri fort après parce que j'ai fait des études plutôt de droit humain. Voilà, j'ai un master j'ai plusieurs masters, mais j'en ai un en droit humain. Et là, j'ai un moment, j'ai voulu, je sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai réfléchi sérieusement à écrire un mémoire sur l'humour comme arme politique parce que c'est selon moi la chose c'est incontestable en fait. C'est une des choses, genre quand on cherche, quand on voit les discours extrémistes qui montent, je crois que l'une des seules choses qui peut marcher, c'est l'humour et de ridiculiser ce qui est en train d'être dit parce qu'on se rend compte que les faits, ça ne marche pas de dire des faits. Faut le dire, faut continuer à débunker les fake news, mais les faits, ça marche pas bien. Les statistiques, certains arguments rationnels ne marchent pas. Par contre, rire, c'est indéniable. Genre, le public rit quand les gens rigolent avec toi, ça marche bien. Et il y avait un exemple, j'étais allée au Kosovo, et là, il y avait un parti qui s'était créé,
Donc j'étais allée au Kosovo avec mon master et c'était un faux parti politique mais qui s'était vraiment présenté. Et c'était un canular. Et c'était un canular, mais c'était tous des comédiens qui dénonçaient, mais qui disaient n'importe quoi à la télé et qui faisaient rire. Et en fait, ils avaient des vrais politiciens qui étaient là, genre, mais on peut pas dire des vrais arguments, tout le monde rigole sur ce qu'ils disent. Genre, ils voulaient combattre la corruption, ils avaient tous posé à poil sur des affiches, genre, bah nous au moins on sera transparent, quoi. Et du coup, ça avait tellement bien marché qu'ils avaient eu une place au Parlement et qu'ils avaient fait des vraies politiques après. Incroyable. Et je trouvais que c'était hyper intéressant, voilà. C'est incroyable, c'est méga intéressant. Ça me déprime ce que tu viens de dire. Parce que j'avais une idée de livre qui était exactement ça. C'est vrai? Ouais. Bah, faut aller au Kosovo. Putain, faut que je m'intéresse plus à la culture kosovo. Ouais, faut vraiment aller au Kosovo. Ça s'appelle le parti fort, The Strong Party. Et c'était incroyable. Du génie. C'était incroyable. Du génie. Du coup, en parlant de faire de l'humour nu, moi j'ai vu récemment que Adèle, tu t'y étais essayé. Et du coup, on va passer un peu sur toi. Tu vas pouvoir nous raconter pourquoi. Attends. Il fait de l'humour nu et on va passer sur lui. Bah ouais, pour qu'il nous raconte pourquoi. Ok, c'est bon. Pourquoi il en est arrivé là. Non, mais c'était juste... contexte, j'ai été dans un camping naturiste et j'avais fait un petit vlog qui est sur ma page Instagram, c'est Fric Adèle, voilà, Fric Adèle comme un saucisse. Et en fait, j'en ai juste fait un petit vlog, mais juste parce que c'est un truc qui m'intrigue. Tu sais, c'est un monde qu'on connaît pas trop, qui est un peu caché, on se demande tous comment c'est, quelles sensations ça fait, et surtout c'est un peu une activité qu'on a tous dans la tête en mode quand tu vas dans un camping, population un peu âgée et tout, tu vois. Et en vrai c'est très agréable à faire, je suis promeneur, c'est très très agréable à faire, c'est un peu bizarre parce que j'ai été tout seul forcément, mais non, c'est cool. T'étais seul dans un camping de vieux nus? Ouais. Ah, c'est marrant dit comme ça. Ouais. Mais après, franchement, je recommande, hein, vraiment, c'est très cool. Est-ce que je pourrais te poser une question? Vas-y. Donc, t'as fait ça par choix? Ouais. Parce que je voulais découvrir le truc et j'avais envie de. En fait, j'aime bien découvrir des nouvelles choses, des choses que je connais pas. Ah non, mais je trouve que c'est du génie, mais je suis juste curieux de voir c'est quoi ta liste de prochains rêves de vacances. Vraiment, j'ai l'impression que je tapé le summum, quoi. On peut dire. Le mec, il va se retrouver à Bora Bora, on se fait chier ici, tout le monde a des fringues. Mais ouais, mais non, mais en plus, c'était genre à Malines, c'est ça? Ouais, c'est genre à Malines, c'est le seul camping naturiste que j'ai vu en Belgique où ils parlaient français. Et en fait, je suis arrivé, il y avait que des Allemands. C'était important qu'ils parlent français pour toi? Pour avoir des vrais dialogues? Non, mais en fait, à la base, j'étais en mode vas-y, moi j'avais quelques idées de blagues. J'étais vraiment en mode vas-y, je découvre le truc, ça va me faire peut-être des chouettes blagues à raconter, tu vois. Petite vidéo. Et en fait, j'ai fait que des petites blagounes. Parce que je voulais faire un micro-trottoir pour un peu demander les gens ce qu'ils en pensent, comment ils sont arrivés là et tout. Enfin, comme si c'était tombé dans la drogue, quoi. Comme si j'étais tombé dans le naturisme. Et du coup, en fait, il y avait personne qui parlait français. Et aussi, je me suis dit, en fait, les gens ils sont dans un camping nudiste, ils ont pas spécialement envie qu'un gars vienne avec un micro et en train de filmer. Alors, c'est la première fois que vous venez ici. Surtout si c'est pour se foutre de leur gueule, quoi. Ouais, non, alors j'allais vraiment en mode vraiment pure découverte, quoi. Parce que c'était. C'est fou, et en fait quand j'arrive, je dis dans la vidéo, mais quand j'arrive c'était un peu bizarre parce que je connaissais pas le dress code en arrivant, tu sais. Je connais le dress code à l'intérieur, tu vois, mais je sais pas si tu dois arriver directement à poil ou s'il y a un endroit. À quel moment t'enlèves? À quel moment tu te changes? Et en fait, tu te changes à l'intérieur, il y a des vestiaires, et moi quand je rentre dans les vestiaires, il y a pas de porte au vestiaire. Et j'étais un peu en mode, mais elle est où mon intimité? En oubliant totalement que j'allais finir à Wall derrière, tu vois. Et donc je me balade, je me rappelle, c'est les premières secondes du truc, je me balade dans le camping, c'est la première fois que je fais ça, d'accord? Et je suis tout nu, et je vois que des gens habillés dans le camping, tu vois. Et genre, même, il y avait des enfants, tu vois. Oh non! Et j'étais vraiment en train de me dire, putain, je vais finir en prison et tout. Comment je vais expliquer ça? Et comment je vais expliquer ça? En flamand, en allemand, genre. Exactement. Et en fait, après, j'ai vu un gars tout nu, et c'est vraiment la première fois que je vois le sexe d'un inconnu et que ça me rassure, tu vois. C'était assez bizarre comme sensation, mais voilà, le naturisme, je recommande, c'est vraiment très agréable. Top. Et du coup, le naturisme et l'humour, ça a l'air d'aller de pair. On va juste faire un tout petit peu marche arrière pour toi aussi. Est-ce que tu as toujours été drôle et voulu faire des trucs farfelus de ce genre? Moi, j'ai pas le souvenir d'avoir toujours été drôle. Selon ma famille et mes potes, ils m'ont toujours dit depuis que j'étais petit, je disais je veux faire comme Jamel. Mais moi, j'ai pas, tu sais, on m'a jamais dit je suis le rigolo de la classe, quoi. Moi, j'étais dans une école de blanc, j'étais l'arabe de la classe éventuellement, mais j'étais pas le rigolo de la classe. Et ça s'est un peu fait comme ça, quoi. J'ai genre juste vu concours de jeunes talents dans mon école, j'étais en première secondaire. Et j'ai vu entre parenthèses, c'est marqué théâtre, sketch, musique et tout. Et à ce moment-là, je me butais à des spectacles de stand-up, quoi. Jamel, Gad, Anthony Cavana et tout. Et je connaissais vraiment leur spectacle par cœur, quoi. Et donc je me suis dit, let's go, on va essayer. Et du coup, on a écrit un sketch avec mon prof d'histoire et de technologie. Même moi je croyais pas en lui à la base, tu vois. Et vraiment on a fait un truc. C'était ton premier choix? Non, c'était le seul. Et du coup on a fait le truc, on a bossé vraiment pendant genre 3 mois, tous les midis on bossait dans la salle. Et c'était un peu un truc à l'ancienne, donc c'était une salle de 200 personnes. Et j'avais pas de micro.
Et donc je devais y aller vraiment, et j'ai des photos, tu sais, j'ai une chemise beaucoup trop grande, un gilet par-dessus et tout, et je suis en stress, et la soirée s'est super bien passée. Et je me rappelle qu'en fait, à la fin, il y avait plein de filles de réto qui me calculaient pas du tout. Moi, j'étais en première secondaire, et elles veulent me dire, ah, si tu veux, j'ai une petite sœur, j'ai une cousine qui pourrait être intéressée et tout. Et donc moi, j'ai continué. Intéressé par quoi? Par plein de choses. Aller en j'ai vacances continué. avec toi. Ouais, exactement, petit camping à Malmedy, comme ça on se régale, tu vois. Je me fais un camping dans ma chambre. Et donc non, là, j'ai continué pour les mauvaises raisons. Et en vrai, j'ai surtout continué parce que je m'étais rendu compte que je me rappelle à un moment, je fais une blague et je vois, tu sais, c'est scène de l'école, et en fait, il y a tout le premier rang, c'est les profs, c'est les directeurs et tout. Et je vois vraiment les 3 directeurs de l'école morts de rire à une de mes blagues. Moi, j'ai 12 ans, ça fait 4 mois que je suis dans cette école secondaire. Tu sais, t'arrives dans une nouvelle école, t'es le plus petit, tu passes du plus grand en primaire au plus petit. C'est un peu difficile de trouver ta place. Et là, je vois que je fais rire les big boss de l'école, quoi, les gens qui ont un peu le droit sur ma scolarité. Et je me dis, en fait, voilà, via l'humour, j'étais éclaté au sol à l'école, tu vois. Et donc, je me suis dit, vraiment, en fait, peut-être via les blagues, il y a moyen d'aller parler aux gens qui, en vrai, ne me calculent pas, quoi, tu vois. Et du coup, tu mentionnes que tu étais du coup l'arabe dans une école de blancs. Du coup, tu as direct commencé à rire de ça. Ouais. Et c'est ça ça faisait rire les gens. Comment on fait rire les gens avec ça? Tu t'es intégré grâce à ça, tu penses? Je sais pas si c'est intégration, c'est un long parcours. J'en parle dans le spectacle, mais c'est un long parcours parce que tu sais, au début, comme j'étais, tu sais, je viens d'une famille d'immigrés, mais assez aisée. Genre ma mère, elle est médecin, mon père, il travaille au consulat. Tu vois, il a travaillé au consulat, donc en vrai, on n'était pas non plus en banlieue ou quoi. Donc j'ai toujours été entouré de gens qui, pour qui ça allait, quoi, classe moyenne haute, on va dire. Et du coup, en fait, je sentais que pour la plupart des gens, t'as quand même ce regard. Bah, en fait, ils s'attendent à ce que tu sois juste un petit mec de banlieue qui vient là par hasard, par quota ou je ne sais quoi. Et en fait, non, moi j'ai envie juste de dire aux gens, mais en fait, j'ai vraiment les mêmes rêves que vous, j'ai vraiment le même truc que vous, c'est juste que moi j'ai pas fait les scouts parce que mes parents ont un minimum de goût, quoi, mais du coup, oui, il y a des scouts dans la salle. Du coup, voilà, j'ai pas fait ça, quoi. Mais je sais pas si j'ai essayé de m'intégrer via ça, parce que justement, comme j'étais dans une école de blanc, entre guillemets, j'étais à l'Institut Saint-Boniface Parnasse pour ceux qui veulent savoir. Le truc, c'est que je sentais bien que si je faisais des blagues justement sur le fait que je vienne d'Algérie, de trucs, de ce qui se passe dans la famille, tout ça allait pas du tout parler aux gens, en fait, quoi. Mais du coup, maintenant, t'as un spectacle qui dit ceci n'est pas un arabe, c'est ça? Ouais, exactement. Et du coup, exactement. t'en es quand même arrivé là. Comment oui, ça s'est passé, mais c'est pour essayer de justement passer outre, quoi, d'essayer de se dire, en fait, il n'y a pas que ça, quoi. Tu vois, je me suis parti du principe, c'est un peu comme ça que j'ai vu, pour expliquer le titre, il y a le truc de Magritte, ceci n'est pas une pipe, alors que tu vois clairement que c'est une pipe. Mais il essaie de te faire aller au-delà du truc et de te dire, il n'y a pas que ce que tu vois devant toi. Et donc, c'est aussi ça que j'essaie de faire comprendre via l'humour, parce que je me suis dit, si je fais des blagues sur ce que les gens voient, ça va marcher 2 secondes, mais je peux pas pouvoir parler 1 heure là-dessus, quoi, tu vois. Et donc il faut aller chercher dans ce qui fait des points communs entre nous, sur les trucs sur lesquels les gens pourront un peu pouvoir se reconnaître. Et donc là, je parle plus de quand tu te sens pas comme les autres, quand tu trouves pas vraiment ta place, mais en général, quoi. Donc, Et t'arrives à faire rire avec ça? bah, pour l'instant, ça va. Écoute, il faut demander à ceux qui sont venus voir le spectacle, hein, mais pour l'instant, ça va. Trop bien. Faut demander aux petites sœurs de ceux qui sont venus voir le spectacle. Ouais, je crois. Et du coup, Dan, pour boucler la boucle, est-ce que t'as toujours été drôle? Ouais, mais moi, c'est moins marrant que vous. Moi, en gros, j'ai été rigolo assez tôt, mais parce que dans ma famille, j'aimais beaucoup mon grand-père et il allait mourir et je le faisais rire. Et donc, mes parents aimaient ça quand j'allais voir mon grand-père parce qu'ils le voyaient rigoler. Donc, j'avais l'impression que tant qu'il rigolait, il allait pas mourir. Donc, c'est horrible. Ah ouais? Même principe, si mes parents s'étaient un peu tendus à la maison, je faisais des blagues, comme ça mes parents n'allaient pas divorcer. Et quand j'étais à l'école, j'étais assez fort, donc j'ai sauté une classe entre la 5e et la 6e primaire. Mais je sais pas pourquoi, ils m'ont fait sauter une classe dans le milieu de l'année, juste après Noël. Et avant de rentrer en classe, genre j'attendais dans le couloir pour qu'elle introduise la nouvelle personne qui arrive. Pour mettre l'ambi, elle a dit... pas de pression, mais le jeune qui arrive, il a eu des meilleurs points que vous à tous les examens de Noël. Du coup, je faisais des blagues pour pas me faire tabasser. Donc, moi, l'humour, ça a vraiment été par nécessité de survie. Donc, moins marrant comme background. Et puis après ça, c'est un... Je suis très obsessionnel sur les choses. Et quand je suis mis à comprendre, à aimer l'humour et à regarder des trucs d'humour, j'entendais beaucoup d'humoristes qui disaient que « Ah, mais l'humour, ça ne s'apprend pas. » Ah, si. Et je me disais, c'est pas parce que tu comprends pas que ça ne s'enseigne pas. Tu sais, on pourrait enseigner la chirurgie cardiaque, mais l'humour, ah non.
c'est mystérieux. Fait, c'est juste, mais non, c'est du français, c'est de la langue, c'est des effets. Et donc, je me suis mis à étudier ça comme un énorme geek. Et donc, aujourd'hui, quand je vois une blague, je peux te la décrire, la disséquer. Tu me montres 2 blagues, je peux limite écrire le sketch que la personne a écrit après parce que c'est une vraie passion, comme il y en a qui aiment les Legos, quoi. Et après ça, j'ai commencé à faire un max de pognon! Et depuis ce temps-là, je suis drôle, mais pas gratuitement. Sauf aujourd'hui. Exactement, sauf aujourd'hui. En fait, c'est ça qui est drôle. Aujourd'hui, c'est l'avantage. Ça fait 20 ans que je fais ça, donc je gagne ma vie vraiment correctement avec. Et des fois, les gens disent « Ah, mais on peut te payer 20 € si tu viens. » Je fais « Tu sais quoi? Je préfère le faire gratuitement que les gens pensent que c'est ça que je vaux. » Donc, cadeau, je boirai un jus de pomme cerise gratuit. Et donc, ce sera sur une table en VHS. Et c'est très bizarre. J'essaie de lire depuis tantôt ce qu'il y a sur les VHS parce qu'il y a encore des noms. Et je vois ici, il y a une VHS. Ah! Une salutation à Julos Bocarne. Écoute, je te Tu propose. sais ça? Non. C'est une chanson de Julos Bocarne qu'on entend. D'accord. C'est la petite gaïole. Et tu sais comment je sais ça? Parce que j'habite Beauvechamp, qui est le fief de Julos Bocarne. Je sais pas qui c'est. Moi non Ok, plus. personne connaît. Désolé. Oui, mais vous êtes né en... C'est Ah, tout. Ah non. Et ça, c'est pas Julos Bocarne, ça. Ça, c'est juste un Ça, moine c'est un peu le- bourré qui fait « Il est temps de... » Et en plus, c'est chouette parce qu'il est midi. Donc, ça va durer Ah oui, environ ça va une être. demi-heure. Ouais. Bah C'est écoute, bien. je te propose de continuer alors. Entre les coups là. Ici, il y a une VHS Electrabel. Je veux savoir ce que c'est. Qui se dit, genre, je vais faire un film sur Electrabel? Et voilà. Et donc, moi, c'est ça. Ça a été pour ça. Je suis débarqué en Belgique il y a une vingtaine d'années maintenant parce que j'ai rencontré une Belge en Erasmus, genre d'Erasmus au Canada. Et j'ai eu envie de la suivre. Et donc, j'ai eu besoin d'un métier. J'ai fait de la radio, j'ai fait de la comédie. Et maintenant, voilà, je suis en train d'écrire le prochain spectacle. J'en ai fait 4. J'ai fait de la télé, j'ai fait des chroniques aussi pendant une très courte période de temps. Et, et je m'amuse bien. J'écris beaucoup pour d'autres aussi. Ça, c'est chouette. C'est chouette parce que quand tu écris pour d'autres, justement, on parle de trucs militants. C'est très difficile pour moi de commencer une phrase par « C'est pas facile d'être un noir homosexuel. » Mais quand tu écris pour d'autres, ben, tu peux passer justement des Tu peux des écrire messages. ce genre de choses, ouais. Exactement. Du coup, Donc, on va voilà. revenir sur ton petit passé de chroniqueur. Parce que moi, c'est comme ça que je t'ai connu, en fait. Merci. Ben, t'étais là Alors- au bon moment. C'est une question de timing pour l'avoir entendu. Quoi. Ouais, donc du coup, Dan était chroniqueur pour la RTBF. Il faisait des chroniques, mais à mourir de rire, je vous conseille vraiment d'aller les voir, qui parlaient toujours de sujets engagés, jusqu'à arriver sur un sujet qui fâche vraiment, et qui a fâché pour de bon, si j'ai bien compris, où Dan a manifesté son mécontentement par rapport à la Coupe du Monde au Qatar qui était diffusée par la RTBF. Est-ce que tu peux un peu nous raconter, déjà comment tu t'es retrouvé là à faire des chroniques quasi exclusivement engagées? Ah, ben, en gros, c'est l'avantage aussi. Genre, j'ai commencé ma carrière plus ou moins au moment où vous avez commencé votre vie. Donc, ça fait assez longtemps. Et donc, il y a assez de gens qui savent qui je suis dans ces métiers-là. Et quand j'ai voulu faire de la chronique, moi, encore une fois, c'est un privilège de ouf, mais tout ce que j'ai eu besoin de faire, c'est faire savoir que je voulais faire de la chronique. Et puis, on m'a appelé en disant « Ah, j'ai entendu que tu voulais faire de la chronique. On t'invite chez nous. » Je fais parfait. Quelles sont les contraintes? Et on me dit fais ce que tu veux, fais ça rigolo. Ah, il l'a regretté. Mais non, mais dès que les gens, il y a deux choses. Genre, sois qui tu es, toujours des regrets après, et t'inquiète, je ne suis pas susceptible. Ça, c'est les deux phrases qui ne sont pas vraies, auxquelles je ne crois. Moi, je ne suis pas susceptible. Ça se termine toujours 5 minutes après par la personne qui est vexée. Je fais, mais t'as dit que j'étais pas susceptible. Oui, mais il y a des limites quand même. Je fais, mais non, mais c'est ça le principe de pas être susceptible. Et donc maintenant, dès que les gens me disent je suis pas susceptible, je fais d'accord. Et je garde le silence. Et donc là, eux, ils me disent tu peux y aller. Mais moi, j'y vais doucement, tu vois, la première chronique. Mon point, en gros, c'était que de toute façon, tout est de la merde, donc aussi bien tout brûler. Et voilà, ça s'appelait on crame tout. C'est peu importe le système, il faut le foutre par terre. Moi, mon avis personnel, c'est qu'il faut jeter de la chaux par-dessus et rien recommencer. Mais bon, disons qu'on recommence tout. Et je commence avec des trucs genre qui mettent un peu d'accord, tu vois. Genre un peu léger, genre l'école, la façon dont ça se fait, le système de prison, des trucs... C'est pas léger. La prison mais hyper léger. oui, mais en fait, je trouvais que l'angle était intéressant. C'était à la sortie de Michel Martin, donc de prison. Et le point, c'est que c'était normalement... le système a fonctionné. Parce qu'elle a eu exactement, tu vois, un procès.
est en prison, elle a eu sa libération conditionnelle, elle reprend la vie. Ça, c'est un exemple de succès du système. Et malgré tout, tout le monde est fucking pissed off. Ça. Tout le monde est fâché. Donc, si quand ton système fonctionne, personne n'est content, peut-être que ton système, c'est de la merde. Ouais. Et c'était ça mon point, en gros. Donc, ça passe un peu. Et je vois que ça commence à être touché. Et ce qui me fait toujours rire, et c'est vrai même quand tu fais des spectacles, si je dis des Belges, et je l'ai fait le test, je fais des spectacles en Belgique, je peux dire c'est génial de faire des shows en Belgique parce que vous êtes le meilleur public, parce qu'il n'y a jamais un Belge qui se vexe. Je peux dire, les Belges, sont quand même tous des crétins. Ben voilà, les Belges rigolent, c'est incroyable. Et les gens Merci d'être là. C'est vrai qu'on n'est pas toujours vite. Hein? Personne ne se vexe, quoi. C'est vrai. Et les Belges, moi, je pense qu'ils vont c'est la prochaine puissance mondiale. Mais pas parce que vous êtes incapable d'attaquer qui que ce soit, mais vous n'êtes pas tuable. parce que pour casser, il faut être un peu droit. Vous êtes tellement mou, vous allez juste plier jusqu'à l'infini, quoi. 500 jours sans gouvernement, fait, non, ça change rien, vieux. Vous vous êtes fait dominer par tous les pays d'Europe. Et tout ce que vous avez dit, c'est « la mairie, elle est là-bas ». Vous vous dites juste quoi? Des Hollandais veulent gérer l'administration à notre place? Tant mieux, personne n'a envie de faire ce métier de merde. Passez-nous sur le corps et allez bosser. Tu vois. Et donc, qu'est-ce que ça peut vous foutre? Rien du tout. Honnêtement, tant que vous pouvez boire un verre, vous êtes content, quoi. C'est un bon résumé. Je suis d'accord. Et donc, tu peux dire ça, les gens se vexent pas. Par contre, tu dis, putain, les Diables Rouges, quand même une équipe de merde. Là, c'est tout de suite un peu plus tendu, quoi. Genre, les Gilles de Binge, c'est ridicule. Jacques Brel, c'est un bon chanteur français. Ça coince déjà plus. Et c'est toujours comme ça. Et les gens disent « Ah, j'ai un humour noir », jusqu'à ce que tu dises un truc qui les concerne, quoi. Et moi, c'est ce qui me fait mourir de rire, du coup. Je commence par établir qu'on peut raconter un peu n'importe quoi. Et je vais dire juste le truc qui te fait chier. Genre, dans mes shows en ce moment, je me moque beaucoup des mecs et de leur passion pour le barbecue et les bagnoles. En disant, si ta virilité est dans ta bagnole, c'est que tu penses que t'es fort parce que tu appuies sur une pédale, ce qui est déjà un peu ironique, mais tu ne vas pas vite parce que tu appuies sur une pédale. Tu n'es pas un champion de course. Et genre, le barbecue, ta passion pour le barbecue, c'est juste du feu dehors. T'es juste trop con de te rendre compte que la cuisine, c'est la même chose, quoi. Oh, le barbecue, c'est juste moi qui le touche. Touche à les lessives déjà, puis après tu feras chier avec le barbecue. Et tu vois les vieux mecs qui sont vexés, les meufs qui sont mortes de rire à côté. Et donc ça me fait rire. Et je me suis dit, je vais faire la même chose avec la RTBF parce que j'adore faire chier, en gros. Et je fais une première chronique, c'est après le décès de la reine d'Angleterre, où tout à coup, tout le monde se met à être hyper solennel sur une meuf qui représente un des systèmes les plus dégueulasses de l'histoire, quoi. Et je fais la chronique sur le fait que, genre, en gros, la nature s'est occupée de ce qu'on aurait dû faire il y a longtemps. Et... Non, mais c'est objectif. Genre, la meuf shameless, elle se promène avec un sceptre où il y a un diamant dessus qui vaut 400 millions d'euros qui s'appelle Star of Africa. Ouais. Meuf! C'est gênant. Fais au moins semblant. Déjà, t'as un sceptre. T'es ridicule, quoi. Imagine, tu prenais qu'un sceptre. C'est un sceptre, il faut qu'on te le tabasse sur la tronche, quoi. Il est temps de, quoi. Et tout le monde essaie de faire comme, oh, son rôle important dans l'histoire. Je dis, mais ferme ta gueule, Stéphane Bern, quoi. Et donc, moi, voilà. Et donc, je fais ce truc-là, un peu soft quand même, mais on me dit, genre, oh, non, mais c'est bien parce que c'était le mardi. On avait reçu une consigne, je ne sais même pas si ça se sait, ça. Il avait reçu une consigne à la RTBF de juste dire des choses positives sur la reine pendant le week-end. Je fais, mais pour pas vexer qui, quoi? Mais c'est ça toujours qui me dégoûte. C'est qui va être vexé si tu chies sur la reine? Sur Tipeee. Littéralement? Littéralement, je peux voir où c'est problématique si c'est littéralement. Mais voilà, c'est que des gens qui ont profité du système. Et les gens qui ont profité du système royal, c'est que des gens dont j'en ai rien à foutre de vexer, tu vois. Ce qui n'est pas le cas de la RTB, forcément. Et donc, après, je me dis, bon, ils ont rigolé en graissant un peu des dents. Et moi, je sais depuis le début que je vais faire un truc sur la Coupe du Monde. Et je me demande juste quand je vais le faire. Parce que je ne vais pas le faire trop tard, où tout le monde l'a fait et tu as l'impression juste que tu t'es senti obligé. Et je ne vais pas le faire trop tôt pour qu'on puisse juste faire comme si ça n'a pas existé. Et là, la RTBF me fait un cadeau. Un cadeau. Il décide d'aller dans une émission, genre le directeur des sports de la RTBF va dans une émission de la RTBF répondre au public et aux critiques que la RTBF a pour avoir choisi de diffuser la Coupe du Monde. Et là, ils sortent 4 arguments, mais lunaires, sur pourquoi ils ont choisi quand même. Et ces 4 arguments-là étaient la base de la chronique que j'ai faite. Il y en a un, c'était... Si on le diffuse pas, les autres le feront. Les autres le feront. C'est vraiment ça, genre, ouais, mais... Si on le diffuse pas, les autres le feront.
C'est vrai, c'est une défense Luc Bessonesque, quoi. Après, c'était ça répond à une demande du public. Ouais, c'est génial. L'héroïne aussi, tu vois. Oui, Et après, il y avait. Toutes les drogues, a priori. Ouais, c'est ça. Diffuser n'est pas cautionné. Ça, c'est vraiment le truc. Là. Diffuser, mais c'est quoi cautionner alors? Fait non, attention! Je suis en train de lui trancher la gorge avec une lame rouillée. Je ne cautionne pas la violence. Fait. Égorger n'est pas. Ça ne marchait pas. Et l'autre, c'était oui, mais attention. Ça, c'est mon préféré. On va remettre en contexte. C'est vraiment genre, on va te tabasser la tronche, mais après, on va te donner un petit formulaire pour pouvoir t'inscrire gratuitement à la mutuelle. T'imagines, on diffuse le foot, il va y avoir 1,2 million de téléspectateurs et ne manquez pas après, Joël Scorils vous lit pendant 14 minutes le code civil. Ça n'a aucun impact. Tu vois. Genre, on ne cautionne pas, mais on va quand même vendre la pub. Ça. Et ils vont dire comme oui, mais on perd de l'argent avec ça. Tu fais fuck you. Ça te coûte plus cher que ça t'a rapporté en pub, peut-être, mais toutes les campagnes de pub que tu as chopées, tous les Diables Rouges qui viennent faire tes trucs, toute la crédibilité, tous les faits. L'expression, je crois que ça vient d'ici, je l'ai jamais entendu avant. Tu peux pas me pisser dans la bouche en essayant de me faire croire qu'il pleut. Que tu le fasses en disant, tu sais quoi, on a pesé le pour et le contre, et en ce moment, on pense qu'il y a tellement de gens qui veulent le regarder que ça passe. Genre, en Russie, on nous a pas emmerdés. Là, avec le Qatar, on nous emmerde un peu. Peut-être que la prochaine fois, on va y penser à 2 fois. Il y a beaucoup de gens, moi, qui m'ont dit, mais pourquoi tu fais ça? Ils vont pas, ça change rien, ils vont la diffuser quand même. Mais je fais pas ça pour maintenant, crétin. Je fais ça parce que je veux que ça soit inconfortable. Le but, c'est toujours ça. Il faut que ça... On parle souvent de greenwashing ou de trucs comme ça. Moi, je trouve ça génial, le greenwashing. C'est des militants, comme vous, du coup, qui ont tellement mis de la pression sur des connards qu'aujourd'hui, ils se sentent obligés de faire semblant. Bernard Arnault n'a pas envie de donner 10 millions pour les Restos du Cœur, l'écologie ou quoi que ce soit. Mais il se dit, putain, ça va me coûter moins cher de donner 10 millions à ces enfoirés pour qu'ils arrêtent de me casser les couilles que de rien faire du tout. Et ça, je trouve que c'est une putain de victoire des militants. Et elle commence là, la victoire. Donc moi, mon but, c'était de me mettre dans une position à la RTBF où ils ne peuvent pas me critiquer publiquement. Parce que qu'est-ce qu'ils vont dire? Tout ce que j'ai dit, je l'ai que justifié. Et c'était écrit comme tel. J'ai pas donné mon opinion. J'ai fait semblant que je les défendais en utilisant leurs arguments. Et tous les faits venaient de journaux avec une grande réputation. Et je sais qu'ils étaient emmerdés parce qu'ils m'ont appelé 7 fois. Et une fois, ils m'ont dit... non, mais c'est bien qu'on ait la pluralité des opinions à la RTBF. Mais tu vois qu'ils suaient. Ils étaient pas bien. Et c'était pas bien, quoi. Et à un moment donné, ils m'ont dit comme... Tu savais qu'ils n'allaient jamais oser me dire on n'est pas content. Parce qu'ils savaient que ce que j'allais faire 2 secondes après, c'est dire on m'a appelé pour dire qu'on n'est pas content. Et ça, ils n'avaient pas envie de ça. Et donc, ils m'ont dit un jour, le plus loin qu'ils ont été, c'est quelqu'un va t'appeler dans quelques jours pour, avec le recul, te demander ce que tu penses de ta chronique. Je pense qu'elle vous donne chaud au cul et ça me fait mourir de rire. C'est ça que je pense. Et au même moment, parce que c'est pas ça qui m'a fait qu'en sorte que je faisais plus de chronique avec la RTBF. Je me suis pas gêné pour laisser les gens qui le croyaient le croire parce que ça m'arrangeait très fort et ça faisait du bruit. Ce qui est arrivé, c'est qu'en même temps, ils se sont rendus compte que j'avais pas encore signé mon contrat. Et ils se sont dit comme « Oui, mais tu peux pas faire ça. » Je fais « Qu'est-ce que je peux pas faire? Moi, vous m'avez pas fait signer le contrat. » Et là, clairement, il y a eu quelques coups de fil en coulisses. Et il y a quelqu'un qui fait « Bon, ben justement, pour ton contrat, je voulais t'appeler. » Et dans les contrats, il y avait des clauses que moi, je voulais pas signer. Dont une qui était mon salaire allait être... genre, j'avais pas le droit de parler de ma rémunération. Et puis, il me disait « Mais tu comprends, parce que vous êtes pas tous payés pareil. » Je dis « Mais t'es en train d'essayer de me convaincre, moi, de perpétrer une arme qui permette de payer des gens moins bien que d'autres. Tu crois que je suis dans quelle équipe? » Tu me demandes, genre, moi, tu crois que mes potes, c'est qui? Des patrons de télé ou d'autres humoristes? Donc, tu me demandes de faire en sorte de ne pas dire mon salaire comme ça. Mes amis, mes collègues... Ils sont payés comme des merdes. ...peuvent continuer d'être payés comme des merdes, mais moi, j'ai l'avantage d'être payé plus si tu achètes mon silence. Je fais, mais mec, je suis insulté que tu me le dises. Tu crois que je suis qui? Et donc, j'ai pas pris de chance. J'ai dit sur Internet combien j'étais payé. Comme ça, après, moi, je voulais bien signer leur contrat. Non, mais j'ai refusé de signer le contrat parce qu'eux, ils voulaient pas bouger là-dessus. Et donc, une fois que c'était pas signé, c'est 275 € par chronique. Alors que Thomas Gunzig et Adeline Dieudonné, qui sont quand même des références dans leur domaine, je veux dire, Adeline Dieudonné, quand tu lis ce qu'elle fait, payée pour son écriture, je sais qu'elle était payée moins que ça. C'est une
honte sans nom, mais la seule façon de casser ça, c'est de le dire. Donc, je t'ai payé 275 balles, c'était chouette. Excellent. Mais c'est toujours la bonne façon de le dire, hein, de pas les laisser acheter notre silence. Mais Bravo. ils vont toujours... En fait, c'est ça qui est vicieux, c'est qu'il y a toujours un côté... On fait semblant que t'es notre pote, tu vois. Non, mais tu comprends. Oui, mais tu comprends. Mais et moi, j'aime bien une phrase en anglais qui permet de casser énormément de débats, c'est « sounds like a you problem ». Donc, ouais, c'est chouette, mais on dirait bien que c'est ton problème. Moi, quand je négociais mon salaire, on m'a dit « Ah, mais c'est pas juste le salaire, il y a aussi le projet de la RTB. » Fait tant que toi, le mardi matin, tu viens pas gérer le projet de Dan Gagnon et faire déjeuner mon gamin. Un jour, un employeur m'a demandé de faire un truc en plus dans une radio. Il fait « Ah, ben, est-ce que tu peux faire une demi-heure de radio en plus? » Je fais « Super, on négocie quand, tu vois? » Et il me fait « C'est pas à chaque fois qu'on te demande de faire un petit truc en plus, tu vas demander du pognon en plus. » Je fais « Ben, c'est exactement ça, oui! » Ben, complètement. C'est genre, le système est littéralement... Genre, tu crois que je suis là pourquoi? Parce que moi, mon kiff dans la vie, c'est d'aller m'asseoir le cul sur une chaise de radio. C'est ça mon loisir. C'est mon travail. Si tu me payes pas, je suis pas ici, hein, mec. Mes vacances, je les passe pas dans ton bureau. Et donc, cette façon qu'on a de... On essaie de jouer sur ta confiance. Moi, j'ai toujours refusé ça et je conchis ce truc. On va essayer de jouer sur ta confiance en toi en disant « Mais tu penses vraiment que tu vaux ça? Tu penses vraiment que... Moi, si à chaque fois que je fais un truc en plus, je suis pas payé plus, check-moi bien faire des trucs en moins sans que tu me casses les couilles, quoi. » Moana, du coup, qu'est-ce que t'en penses de tout ça? Parce que déjà, on paye mal les humoristes de manière générale, c'est quand même pas un secret. Comment on paye les meufs? Comment on paye les meufs? Déjà, faudrait en programmer plus, donc on les paye pas tant que ça, vu qu'il y en a pas tant dans le stand-up. De toute façon, en général, au début, quand on débute dans le stand-up, on gagne pas beaucoup d'argent. Voilà. Mais du coup, la raison d'être de l'Atout Comedy Club, c'est aussi un constat de se dire, mais merde, on donne pas la parole aux femmes qui sont drôles en plus. En fait, ça a commencé l'Atout Comedy Club. La créatrice, en tout cas l'initiatrice du projet, Lola Destienne, elle participait à un concours au Kings of Comedy Club qui s'appelait le Next Prince of Comedy. Déjà, c'était Prince, ça indiquait un petit peu le genre du concours. Et dans le concours, il y avait 3 meufs et je crois 60 gars, un truc comme ça. Holy cow! Donc c'était vraiment, quand elle a vu ça, elle a dit « Oh, waouh, c'est vraiment très très peu. Genre là, il y a pas de parité, c'est que c'est ridicule, quoi. » Et donc, il y avait un groupe Facebook féministe où elle a écrit en disant « Je participe à ce concours, mais il n'y a que 3 meufs. J'aimerais quand même qu'il y en ait plus. Est-ce qu'il y a des meufs ici qui voudraient se lancer ?» Et on a créé un groupe Facebook qui, à l'époque, s'appelait l'Atout Charme, parce que souvent... c'est moins le cas, mais c'est encore le cas. Souvent, dans des plateaux, il y a des gens qui se disent « faudrait quand même inviter une meuf. » Et elle a été... Et souvent, cette meuf est présentée comme l'atout charme de la soirée, parce que si tu es là, c'est pour être bonne physiquement, pas bonne avec tes mots. Et donc, elle a créé donc l'atout charme. Et il y a eu plein de meufs qui étaient très intéressées. Et on a commencé à se soutenir les unes les autres, à faire des ateliers d'écriture, notamment avec Fanny Ruet et Lisa Delmoitier qui y ont participé. Et puis, en faisant ça, on se rendait compte que on avait vraiment envie de continuer à se soutenir et qu'en fait ça nous faisait du bien de se soutenir les unes les autres, parce que en faisant ça, il y en a beaucoup qui se sont lancés. On était dans une solidarité les unes avec une sororité, on va dire, les unes avec les autres pour se lancer. Ça, c'est un truc qui est très important pour beaucoup d'entre nous, de sentir qu'on n'est pas seul. Parce que en vrai, quand on est la seule meuf d'un plateau, même si tout le monde est chouette et tout le monde est super bienveillant, il y a quand même le sentiment d'être en minorité qui est pas génial. Là, je parle en tant que meuf blanche, mais en tant que meuf, ce sentiment-là est pas dingue, parce que c'est quand même... mine de rien, c'est inconscient, mais il y a un peu ce truc de boys club qui se crée, qui est pas forcément volontaire, mais qui fait que on va se sentir moins en confiance, on va moins l'ouvrir, et souvent ça induit aussi de moins se sentir bien sur scène, parce que moi je crois fondamentalement que si on ne se sent pas bien avant la scène, c'est dur de se sentir bien sur scène. Et puis après on dirait que les meufs sont pas drôles, du coup. Et après on dit que y avait qu'une meuf et franchement elle était timide et elle l'a pas trop ouverte. Et oui, je dis pas, c'est vrai, il y a des meufs, il y a des niveaux qui sont différents. Il y a aussi le fait que
on va mettre plein d'humoristes confirmés, mais il faut une meuf. Alors on met une meuf qui est un peu plus débutante, et le stand-up c'est un art c'est un entraînement permanent en fait. C'est un sport qu'il faut muscler pour pouvoir être drôle. Faut jouer encore et encore parce que ça se co-construit avec le public. Sauf que si on a moins d'opportunités, factuellement on est moins efficace et on fait moins rire les gens, et le contraste se voit. Donc on s'est dit ok, nous ce qu'on veut c'est juste changer tout ça. On va finalement créer des scènes avec que des meufs et des minorités de genre. Et on va faire un truc hyper quali. On va faire en sorte que ce soit une fête avant, pendant et après pour le public et pour les humoristes. Et on va montrer qu'il y a des meufs qui pèsent à Bruxelles, il y a des meufs hyper drôles, et qu'on peut créer des soirées de stand-up où il n'y a que des meufs et tout le monde est drôle et tout le monde rigole. Et c'est comme ça qu'on a créé l'Atout Comedy Club, qui maintenant commence à bien marcher. Ça fait 1 an et demi qu'on l'a créé. Là, on a 3 scènes sur Bruxelles. Il y a un centre culturel qui nous a contactés, donc on joue régulièrement au centre culturel de Bruegel. On joue au Petit Kings, qui est une nouvelle scène qui s'est créée, qui est un peu le petit frère du Kings. Là, on a des open mic. Et puis on joue à Los Amol. Là on fait un gala où on récolte des sous, et c'est tenu de gala, il y a une vente aux enchères très marrante au milieu. Voilà. Et l'idée, c'est pas seulement de visibiliser. En fait, l'idée, c'est aussi un peu... On a envie que ça se diffuse un petit peu, de montrer qu'on peut avoir des scènes qui sont bienveillantes, où tout le monde est bien, et où il y a plein de meufs. Et c'est de visibiliser à la fois le fait qu'il y a plein de meufs et de minorités de genre drôles, mais aussi de réfléchir à comment on fait du stand-up, et d'infuser un peu cette notion qu'on trouve féministe de la joie qu'on met avant, pendant et après dans tout le milieu du stand-up. Et dans les sketchs, du coup, tu parles de féminisme, de minorité de genre, etc., des luttes sociales de manière générale. Comment c'est accueilli ? C'est plus dur de faire rire les gens quand on est engagé ? On évite le rabat-joie ? Ça dépend. En fait, je crois que si on est... Je crois qu'on peut parler de tous les sujets et des sujets engagés tant qu'on fait en sorte que les gens viennent avec nous et comprennent ce qu'on raconte, en fait. Après, moi par exemple, c'est un peu difficile pour moi de parler de certains sujets parce qu'ils sont encore trop proches, et parce qu'en fait moi dans mon travail je suis engagée, c'est mon travail d'être pas contente quoi. Je travaille dans le milieu de la lutte contre les discriminations. Je suis spécialiste en discrimination de genre et contre les discriminations contre les personnes LGBTQIA+. Et donc du coup il y a certaines choses où j'ai toutes les stats dans mon travail. Moi j'ai du mal à rire par exemple des violences sexistes et sexuelles. C'est un truc où je suis tellement premier degré dessus que pour l'instant j'ai très envie d'être drôle dessus, mais je n'y arrive pas parce qu'en fait ça va être un TED Talk déprimant, et j'ai du mal à trouver l'angle qui fait que le viol ça pour l'instant j'ai du mal, mais je sais qu'en fait il y a des gens qui le font brillamment. Anna Gatsby, Nanette, c'est pour moi un chef-d'œuvre du stand-up. Elle a complètement retourné. Je vous le conseille si vous avez Netflix de regarder Nanette d'Anna Gatsby, parce qu'elle a pour moi, elle a changé. Il y a un avant et un après pour moi, ce show. Et elle parle fondamentalement de violences sexuelles. Et à un moment, on rigole pas, on pleure. Bon, voilà. Il y a plusieurs écoles. Il y a des gens qui disent, moi, quand je vais voir du stand-up, je veux rigoler tout le temps. Il y a des gens qui sont OK de pas forcément. D'avoir des émotions. D'avoir des émotions très fortes. Et donc, elle parle de ça, mais elle le fait tellement brillamment que moi c'est quelque chose que je dis pas que je vais être Anna Gatsby, c'est impossible, et chacun qui y est, mais voilà, c'est possible en fait de faire rire sur ces questions-là. Elle a aussi, je conseille une vidéo YouTube d'Anna Gatsby où elle parle des hommes bien. C'est en anglais, mais c'est The Good Men. Et c'est pendant un award show avec tout Hollywood, et elle dit oui, je voudrais parler des hommes bien, et t'as plein d'hommes et plein de femmes qui sont là genre oh oui c'est nous. Elle dit vous allez regretter d'avoir applaudi. C'est pas vous, bande de nazes. Et non, justement, elle a un discours très intéressant sur mais c'est qui les hommes bien, comment on met la limite sur qu'est-ce que c'est qu'un homme bien, à partir de quand quelqu'un est... Et elle le fait brillamment, c'est très drôle, mais ça dénonce fondamentalement, voilà. Et ça marche. Et ça marche très bien. Mais pour moi, c'est une génie de l'écriture, quoi, Anna Gatsby, vraiment. Trop bien. Et du coup, Adèle, toi, tu parles beaucoup aussi d'antiracisme, du fait que t'es algérien d'origine. Comment s'est pris ça parce que du coup, là, on parle vraiment de tout plein de luttes, et je pense qu'elles sont toutes entremêlées et que de toute façon, tout converge. Mais comment c'est pris dans le sens, est-ce que
on programme moins les gens engagés. Est-ce qu'on programme moins les gens non blancs? Les gens non blancs, je n'ai pas l'impression. Parce que c'est un peu... Moi, je pense qu'en termes de programmation, en vrai, c'est juste une question d'être drôle ou pas. Et après, effectivement, bon, mais comme l'a dit Moana, forcément, au début, tu as moins de scènes pour telle ou telle raison, et parce que les gens veulent, à partir d'un moment, tout le monde veut un peu avoir son plateau, sa soirée incroyable. Du coup, ils vont prendre que des, entre guillemets, têtes d'affiche ou des gens confirmés. Du coup, forcément, quand tu débutes le stand-up, c'est super compliqué de progresser parce qu'on te laisse pas l'occasion, tu vois. Donc, je pense que c'est surtout ça. Pour être programmé, il faut juste réussir à être drôle et que les gens, en fait, les programmateurs fassent confiance, quoi. On a tous commencé en étant nuls, quoi. Je pense qu'il y a vraiment même pas 1% des gens qui sont drôles dès le départ. Je vais prendre l'exemple le plus connu, Paul Mirabel, avant que sa vidéo elle pète, ça faisait 10 ans qu'il écumait des comédie clubs, et j'ai des gens qui ont vu ses premiers passages. Je peux vous assurer qu'il n'y avait pas un seul rire pendant ces passages, quoi. Mais c'est juste du travail, de l'acharnement, tu vois. Et donc moi j'ai la même chose, au début j'étais claqué au sol, et maintenant je suis un peu moins claqué au sol, quoi. Mais T'es drôle. Non mais t'es plutôt bon en vrai, ouais. Il y a une expression qui dit le stand-up, c'est un métier où il faut 10 ans pour être bon du jour au lendemain. Ouais, c'est ça, quoi. Exactement. Et c'est vraiment ça. Genre, j'ai découvert un petit nouveau. Fait, ouais, le petit nouveau, ça fait 10 ans, ça fait 10 ans qu'il bosse. Et ce que tu dis, juste rebondir un petit bout sur ce que tu disais, Moana, il y a ce côté-là qui est insupportable. En général, quand on va regarder, les gens vont juger les femmes dans l'histoire ou les femmes qui font de l'art en disant comme, oui, mais il y avait que des peintres mecs au 12e siècle. Fait, mais putain, prends un pas de recul. Elles faisaient quoi les femmes pendant ce temps-là? Tu vois, tu crois qu'elles avaient le temps? Je dis, les femmes sont moins drôles. Tu en programmes une tous les 6 mois. Alors que le mec, lui, il va jouer 3 fois par soir. Ben oui. Ben ouais, elles ont moins d'entraînement d'office. C'est clair. Et est-ce que tu utilises ton quotidien, donc les remarques potentiellement, le racisme ordinaire que tu peux avoir au quotidien, c'est ça qui nourrit tes sketchs? Ouais, en partie, oui, en partie, bien sûr. Moi, j'aime bien raconter des anecdotes, en fait. J'aime pas... parce que c'est ça qui est compliqué quand on fait de l'humour entre guillemets engagé, c'est qu'il faut pas non plus faire du militantisme. Sinon, tu risques de te fermer à beaucoup de gens, surtout qu'à la plupart des temps, en fait, on joue pas devant les publics spécialement conquis. Entre guillemets, les gens engagés, les gens que certaines pourraient appeler woke, ça reste une niche. Mais vraiment, c'est un microcosme. C'est nous, d'ailleurs, tout le monde est là. Belgo-bruxellois ou quoi, enfin, ça reste des grandes villes. Et quand on va jouer en dehors, des fois, tu te prends des réactions, des remarques pour des trucs que tu trouves évidents. Quand moi, je me suis déjà pris des doigts d'honneur de gens du public parce que je disais l'homophobie, c'est pas bien. Des doigts d'honneur. Ouais, et vraiment, des gens, tu sais, quand je fais des blagues sur le fait que je suis arabe, je mange du porc et tous les gens ils sont ouais, c'est très drôle. Mais dès que tu leur dis ouais, l'homophobie c'est pas ouf dans l'église, les gens, je me suis pris des doigts d'honneur comme ça, tu vois, des gens de public, tu vois, je suis en mode ok, d'accord, donc des fois t'as un peu ce truc et il faut pas. Moi je suis pas convaincu, enfin j'ai essayé, hein, je suis très engagé en termes d'écologie, moi c'est mon truc et c'est le truc par exemple avec lequel moi j'arrive pas à faire des blagues parce que je trouve que c'est trop sérieux. C'est le truc sur lequel j'arrive à rire. Si on fait des blagues là-dessus, moi j'ai l'impression qu'on va dédramatiser le sujet. Ah ben tu vois, ça c'est tellement intéressant dans les blagues, c'est un truc. Moi encore une fois, c'est un petit peu compliqué de prendre la parole après vous parce que vous avez vécu des choses que moi, d'évidence, je n'ai absolument pas vécu. Et donc moi, ça doit passer par l'intellectuel d'abord et j'essaie de pas dépasser ma place pour laisser vraiment ceux qui sont victimes avoir le plus de place possible. Mais à chaque fois, un des trucs, c'est mon épouse qui m'a permis de bien comprendre ça. Des fois, je faisais des blagues. Je disais, non, mais on sait que c'est une blague. Elle dit, bien sûr. Mais plus on le voit, plus c'est normalisé. Donc, fais gaffe, parce que c'est pas parce que toi, tu dis un truc avec une intention claire qui a un perçu qu'une intention claire, mais aussi parce que ça a l'air d'être... Comme genre, quand tu regardes un gars, une fille, ou tu regardes les humoristes des années 90, 2000, dans les émissions de télé, en France, c'était horrible. C'est un enfer. C'est que des blagues homophobes, misogynes. Genre, il y a encore un truc qui est sorti de Laurent Baffy, qui était genre, en gros, qui faisait des blagues sur le fait que Lara Fabian a eu une époque gros boudin. Ah ouais, c'était tellement malaisant. Tu fais, c'est rigolo. Et jusqu'à il y a pas longtemps, si tu disais quoi que ce soit, et encore une fois, moi je peux tout dire. Franchement, il n'y a jamais personne qui me dit quoi que ce soit. Hein. On te fait pas des doigts d'honneur? Non. Personne me fait quoi que ce soit. Quoi. J'ai pas l'air. Voilà, j'ai l'air d'un bon père de famille, j'imagine. Tu vois. Et donc, j'essaie au moins de m'en servir pour des trucs qui fassent un peu de sens. Un jour, j'étais dans une émission avec quelqu'un qui arrêtait pas de lancer des fleurs à Thierry Ardisson en disant qu'il était trop super. Tu vois. Et je vois l'image et je me vois l'image. Je fais putain, mais ces images vont durer longtemps. On va me voir faire oui sur le fait qu'il je fais juste dire, c'était pas un trou du cul en fait, Ardisson. Et la personne fait comment tu peux dire ça? Et je me dis motherfucker, comment tu fais semblant d'être choqué sur le fait que je dis ça sur Thierry Ardisson alors qu'il était une
merde Ouais, pendant mais- des années à se faire du fric. Comme Laurent Ruquier, pour moi, c'est un des pires. Quoi. Le mec qui engage des gens pour démolir les autres, il les paye, puis il fait « Oh, tu exagères un peu, Éric Zemmour! » Tu fais « Mais trou du cul, c'est toi qui lui paye! » Il est là parce que tu lui as donné de l'argent et tu fais semblant d'être choqué par l'air du mec qui fait... C'est vraiment le débat, genre faire un débat à 5 minutes juif, 5 minutes nazi, quoi. Ça me dégoûte, tous ces trucs-là, donc... Et vous pensez que l'humour, ça peut être un outil justement contre la montée de l'extrême droite? Enfin, moi, j'en suis convaincue qu'il va falloir utiliser tous les outils qu'on a, en fait. Moi, je trouve que le meilleur argument, le meilleur outil, c'est encore une fois, moi, je suis tellement fasciné par votre génération. Vous essayez pas de convaincre les vieux cons. Vous faites juste comme, non, faites les trucs dans votre côté, nous, on fait notre monde à part. Et dès que t'as quelqu'un qui fait, ah oui, mais moi, je suis pas d'accord, fait, mais on s'en fout de ton avis, Jean-Roger. Et Moi, ouais. Je trouve ça du génie. Vas-y, ouais. Moana, vas-y. Moi, je trouve que l'avantage de l'extrême droite. Alors, moi, je suis française. attendez. Coupez ce moment-là. Non. L'avantage de l'extrême droite, c'est qu'ils sont quand même vachement drôles. Ils sont tellement cons qu'ils sont drôles parfois. Ils sont grave ridicules. Et donc, mais par exemple, je sais pas si vous avez suivi, mais en France, il y a eu une. J'en parlais tout à l'heure, hors scène. Il y a eu une scission au sein du Front National, enfin du RN maintenant. Vraiment, il y avait deux parties il y a deux sensibilités, genre oh, on est plutôt nazis comme ça, nous on est plutôt nazis comme ça. Ils s'entendaient pas hyper bien. Mais là, ce qui a cristallisé ça, c'est ce qui s'appelle le couscous gate. Et ça, je trouve que c'est drôle parce que un jour, il y a une partie du Front National qui allait manger à Strasbourg et ils ont mangé dans un restaurant de couscous. Et là, il y a des militants, enfin, il y a d'autres militants du parti, d'autres cadres du parti qui ont dit « Ah bah, vous auriez quand même pu manger un truc plus français, hein, une choucroute, par exemple. » Et après, pendant des semaines sur les plateaux télé, ils étaient sur les plateaux, ils étaient là « Oui, non, le couscous, oh, mais eux, ils ont dit non. » Et donc, on a entendu couscous répété de manière très sérieuse dans la bouche d'hommes politiques qui sont payés très cher quand même, hein, pour dire « Non, non, mais le couscous, mais la choucroute, mais le couscous. » Et après, le parti s'est scindé en deux. Genre, il y avait d'autres problèmes. Genre, ils étaient pas d'accord sur comment être nazi à la base, mais il y avait, genre, ça s'est cristallisé autour de « Vous êtes allés manger un couscous, c'est pas bien. » Voilà. Et ça, par exemple, bah, je trouve ça drôle. Donc il y a moyen de quand les gens sont ridicules en face, c'est du pain béni, quoi. Moi, il y a un truc que je trouve piégeux, par contre, c'est si tu prends l'exemple américain, ils se sont dit quand Donald Trump arrivait que ça allait être du pain béni pour les humoristes. Mais la meilleure stratégie, encore une fois, elle est belge. Le cordon sanitaire, c'est encore ce qui marche le mieux. Parce que si tu dis on va pouvoir le ridiculiser, tu vas jamais convaincre quelqu'un qui pense qu'il faut brûler les Arabes que finalement, il faut peut-être gentils, pas. Quoi. Ouais. Ça va jamais arriver. Donc, tout ce que tu vas faire, c'est que tu te mets dans un débat avec des gens qui vont pas changer d'avis et tu exposes leur argument à une tranche de la population qui est peut-être encore un peu mou du bulbe, quoi. Et donc, tu risques juste de faire recruter. Quand tu vois la part de l'extrême droite en Flandre versus en Wallonie, c'est quoi la grande différence? Le cordon sanitaire. Cordon sanitaire. Partout, au Canada, même principe, c'est pas légal. Il n'y a pas de parti de droite. Donc, les idées, c'est pas quelque chose de la même Vous manière. avez vu la vidéo où Paul Magnette refuse de parler à CNews? C'était incroyable. C'est trop marrant. Il refuse de parler à CNews. Il est là genre, ah mais non, mais vous êtes d'extrême droite, donc non. Donc là, CNews découvre le cordon sanitaire. Et ils étaient là genre, mais c'est qui? Mais il est, mais oh là là, oh ce monsieur n'est pas très sympa quand même, hein. Ils étaient tous vexés comme des poux. C'est une vidéo qui est trop marrante à regarder. Mon épouse a dit, j'essaie de les voir, les vieux mecs vexés comme ça, j'essaie d'imaginer des dindons. Et c'est vrai, quand tu les vois en dindons, tu les prends pas. Et parce que les vieux comme ça les vieux mecs sont pas habitués que leurs émotions ne soient pas prises au sérieux. Donc quand tu fais c'est quand même exagéré, puis tu leur dis on s'en tape de ton opinion. Et une fois que tu les vois comme ça, je trouve que ça passe bien. Et ce truc-là de CNews, si tu rajoutais juste des bruits de dindons à la place des animateurs, ça élèverait le niveau déjà par rapport à Pascal Praud, mais ça serait fantastique. Donc ouais, moi je crois que dans l'absolu, il faut pas trop, quoi. C'est comme le feu, il faut les étouffer, quoi. Je suis totalement d'accord. Juste quelques minutes et puis on va conclure peut-être par quelques-unes de vos questions s'il y en a. Du coup, t'en penses quoi? On peut rire de l'extrême droite, Adèle? Je t'ai pas trop senti... Ouais, parce que en fait, l'extrême droite, moi, ça fait partie des trucs où en fait, c'est un peu en Belgique, c'est le sujet où on a accepté que c'était mal, tu vois. Mais là, moi, je parle surtout sur des sujets un peu plus touchy. Genre, tu vas parler d'écologie ou des trucs comme ça. Moi, je suis vegan, tu vois. Et je sais que les blagues sur le véganisme,
Bah en fait ça va pas plaire aux gens parce que ça va les remettre en question dans leur fondement même, tu vois. Et je peux pas faire des blagues sur le fait que vous mangez de la viande moi j'appelle ça des cadavres déjà, tu vois. Vous pouvez pas faire des blagues là-dessus parce que ça va mettre trop mal les gens. Et du coup c'est là où tu vas trouver le juste milieu entre militantisme et faire des vannes. Et donc tu dois trouver l'angle, le truc d'attaque. Et donc pour parler de mon véganisme, en fait je prends juste le point de vue du vétérinaire, quoi. Et je me dis c'est con que le vétérinaire ils soient pas tous véganes. Si vous voulez voir la blague, faut venir au spectacle. Mais Il y a un truc où j'ai toujours trouvé marrant, c'est que dans l'absolu, la zoophilie est plus mal vue que le fait de manger de la viande. Mais moi, si j'ai le choix entre les deux, aucun n'est bien. Dans le consentement, mais. C'est ça. Enfin, bref. Sur ces super mots. Donne la papa de Sioum, tu sais. Donne la papa de Sioum, tu sais. C'est la pire team, quoi. Mais tu vois, dans le fait de faire de l'humour, j'ai une des vidéos les plus efficaces que j'ai vues sur le véganisme ou un truc comme ça. C'était un faux documentaire sur une nouvelle technique pour ne pas tuer les animaux pour les manger. C'est qu'on les amputait qu'en partie. Et t'avais une vache qui était. Non, mais c'était tellement choquant. T'avais une vache qui, genre, avait vraiment été blessée du coup que ce soit. Ça fait regarde, Marguerite est fière de nous montrer ses nouvelles prothèses et maintenant on peut manger de la viande de manière éco-responsable. Et tout le monde qui réagissait, genre quoi? Fait, mais ta gueule avec ton burger en bouche, tu vois. Et ça, moi je mange de la viande, mais au moins je sais que j'ai tort, je sais que t'as raison. Et je fais pas comme les véganes, ils manquent d'énergie parce qu'ils mangent des graines. En fait, ça me fait toujours chier les gens qui font des blagues en trouvant quelque chose ridicule juste parce qu'ils sont pas assez intelligents pour le comprendre. Un truc est pas con parce que t'es trop con pour le comprendre. Ouais, de ouf. Bref, je me suis emballé, pardon. Non, mais je suis d'accord avec toi. C'est vrai que c'est le truc un peu chiant où t'as envie de dire, en fait, si tu dois faire des blagues militantes ou sur un sujet entre guillemets militant, bah il faut te trouver à réussir à pas prendre le truc en dérision. Et donc c'est pour ça que je parle pas d'écologie parce que pour l'instant les seules blagues qui même moi me viennent dans la tête c'est les clichés qu'on a sur les écolos, quoi. Ça coûte cher, c'est un peu chiant, ils vont nous empêcher de prendre l'avion et tout, et j'ai pas envie de faire ça parce que foncièrement j'y crois pas, tu vois. C'est que des étudiants de Louvain-la-Neuve sous une tente ils le prennent pas de jeudi douche, au lieu d'aller à l'école ils viennent mater des trucs pour boire des pintes. Exactement. Avec des tables en cassette. Ce qui est vrai, hein, mais c'est cool, quoi, tu vois, il faut pas faire des blagues là-dessus, tu vois ce que je veux dire. Carrément. Est-ce que dans la salle, il y a des questions? Il nous reste quelques minutes. Dire ça simplement, c'est une manière de faire de l'humour très répandue. Et d'une certaine manière, ça peut blesser que ce soit les femmes, les homosexuels surtout, et tous ces minorités. Et souvent, on ne se rend pas compte, parce qu'à la fois l'humour a un rôle social extrêmement important, on ne peut pas vraiment s'en passer. Enfin, c'est très difficile de s'en passer pour des raisons d'ego très basiques. Et en même temps, comment être sûr que l'humour qu'on emploie, parce que c'est un métier, comme vous l'avez vraiment mentionné, c'est un métier, comment être sûr que c'est pas un humour blessant? Et comme vous l'avez dit, dans les années 90, l'humour qui était répandu est devenu complètement fou, on va dire. Maintenant, on peut plus faire ce genre de choses. Comment être sûr que l'humour qu'on emploie maintenant, que vous employez du coup, va évoluer vers quelque chose de Moi, j'ai différent. une réponse en une phrase. Vas-y. Ouais. Il faut que la personne dont tu fais la blague, la communauté ou quoi, rigole. Moi, je me dis juste, je fais le comparatif. Si tu fais une blague sur Teddy Riner, est-ce que tu es capable de la faire devant lui en face-to-face, tu vois? Si tu veux faire une blague sur ça et que lui-même il va rigoler et qu'il va pas te casser la gueule, bah c'est bon, mais en fait tu prends le principe avec tout le monde, quoi, tu vois. Si tu fais des blagues sur telle communauté, il faut que la communauté elle-même, elle rigole et qu'elle sente que c'est pas juste gratuit, tu vois. Ouais. Il y a plusieurs. Moi, je dirais je suis totalement d'accord avec Adèle. Je dirais que il y a. Moi, je fais beaucoup d'autodérision, en tout cas pas d'autodérision, mais je me moque de choses que je connais bien, on va dire. Genre. Les rastas blancs. J'ai grandi dans la Drôme, tout le monde avait des sarouels et portait une coupe de cheveux qu'il ne devrait pas porter. Et ben ça, je me permets de le faire parce que c'est des gens et un environnement que je connais très bien. Et vraiment, sinon, soit je vais faire énormément de recherches pour parler de choses que je connais pas, soit je vais pas en parler en fait, parce que je suis pas sûre. Ça, c'est une des premières choses. La deuxième, c'est qu'en fait, des fois on dit des trucs et on se plante, et c'est ok. Et la bonne nouvelle, c'est que si on fait devant un public qui est chouette ou les gens vont pas rire ou alors les gens vont venir nous voir après en disant ça m'a blessé que tu fasses ça parce que je suis directement concernée, et on va réfléchir à comment faire en sorte de changer sa blague, parce que pareil, le stand-up c'est un art qui est où on évolue en permanence dans ce qu'on dit. Et c'est vrai que dans les années 90, il y a des gens qui se permettaient de dire des trucs horribles, et il y a des gens maintenant qui disent on peut plus rien dire. En fait,
à l'époque, les gens disaient, genre il y avait Michel Leb qui faisait des horreurs à la télé, mais personne n'avait l'occasion de lui répondre. Il n'y avait pas de réseaux sociaux, on pouvait pas dire Michel Leb, c'est nul ce que tu fais. Maintenant, si quelqu'un dit un truc horrible, eh ben il peut le dire. C'est juste qu'on va lui répondre et qu'on va lui dire, genre on va lui dire ce que tu dis, c'est de la merde. Voilà. Tes blagues misogynes, ça fait pas rire. Donc je pense que la différence avec ce qui se passait dans les années 90, c'est que maintenant il y a de plus en plus de gens qui juste répondent. Et si t'es un peu malin et que tu te remets en question et que tu prends pas tout personnellement, tu peux écouter et tu peux juste changer ce que tu dis en prenant en compte ce que te disent les gens, quoi. Je suis assez d'accord avec ce qu'ils disent. Il y a une définition de l'humour que j'aime bien, que c'est une transgression bénigne. Et donc, si ta transgression n'est pas bénigne, ça répond à ta question. Et puis aussi, il y a la façon dont tu réagis. Tous les gens qui disent « on peut plus rien dire », ils sont pas juste des cons avec l'humour, ils sont des cons avec le reste de la life. Si quelqu'un qui est concerné vient te dire « ça m'a dérangé », tu as une seule façon de réagir, c'est « ah, OK ». Et tu réfléchis, et après, tu peux choisir. Tu sais, tu peux faire des trucs qui blessent les gens et qui sont pas illégaux. Tu peux, mais il faut que tu aies la capacité après et de comprendre que en face aussi, il y a une liberté d'expression. Moi, ce que j'essaie de faire à chaque fois, c'est juste de dire pourquoi et pour qui tu fais une blague. Est-ce que tu as besoin de te servir de quelqu'un qui est moins favorisé que toi pour faire rire des gens? Ben, c'est pas ouf, toi. Moi, c'est une question d'ego aussi. Je me dis, si je suis obligé d'utiliser quelqu'un pour faire une blague, c'est que je suis pas assez marrant. Donc, je suis pas d'accord sur le fait de le faire. Et si tu fais du militantisme, en général, tu tapes sur des groupes qui sont plus forts que toi. Donc, que Bernard Arnault soit vexé, il y a personne qui fait comme « Fuck! Comment je vais dormir cette nuit, tu vois? » Mais si tu as eu besoin de taper une 16 milliardième fois sur les trans pour faire une blague, tu fais comme « Dude! » Moi, limite, je suis beaucoup plus vexé par la paresse intellectuelle. Non, j'exagère, mais tu vois ce que je veux dire. On voit ce que tu veux dire. Est-ce qu'il y a... J'espère que ça répond à ta question. Et on va prendre une dernière question. Je suis arrivé un peu il y a 5 minutes avant la fin du débat, par hasard, mais ça m'intéresse comme sujet. Je suis politologue et je suis aussi humoriste. Du coup, je me permets même si j'ai pas entendu tout le débat, de vous poser 2 questions, si c'est possible. J'admire l'audace. Voilà. La première, c'était par rapport au point de vue sur la question du monsieur avant. Moi, j'ai pas mal de potes militants, que ce soit des personnes racisées dans les groupes indigènes, les nouveaux mouvements politiques sur ces questions-là, le collectif Adama Traoré et tout, aussi des militants LGBT qui ont partagé un point de vue que eux ils ont sur l'humour, sur les communautés, sur les minorités, qui disent que parfois, quand il y a des gens qui vont être sensibles sur ces questions-là, sur cet humour-là, c'est des personnes qui viennent d'une gauche blanche au final. Personnes hétéros, cis, blanches qui vont se choquer par rapport à ces communautés-là, alors que parfois dans ces communautés, c'est bien vu d'utiliser l'humour justement parce que ça permet de dédramatiser, un peu comme l'ont fait les militants afro-américains dans les années 60 sur le N-word, de dire on va le réutiliser, on va enlever la dimension raciste de ce mot-là pour en faire quelque chose de positif. Même chose, moi j'ai des potes du coup de militants LGBT qui sont gays, trans, non-binaires, qui s'appellent PD entre eux pour enlever de la substance négative là-dessus. Du coup, c'est quoi votre avis sur le fait qu'éventuellement une partie de la gauche blanche qui au final n'est pas si impliquée dans ces luttes-là se farce le porte-parole de ces gens-là en se disant c'est pas bien de faire de l'humour là-dessus alors que des personnes impliquées là-dedans, et je dis pas que c'est toutes, ça c'est le point de vue de proches que j'ai qui sont militants, ont là-dessus. En fait, si moi je fais une blague sur un groupe qui est qui a moins de privilèges que moi dans la vie, même si ça fait rire 3 personnes, qu'est-ce que j'en sais que ça en fait rire? Ça les fait rire tous. Et pourquoi je prendrais le risque de blesser certaines personnes? Pourquoi j'ai tant besoin que ça de faire une blague sur eux, tu vois? Parce que c'est pas moi qui va libérer le mouvement, c'est pas moi qui va se réapproprier les mots, c'est pas moi qui... Je vais leur donner mon micro, que eux viennent le faire et le fassent pour eux, mais même si j'en blesse juste 6, pourquoi... ça veut dire que je me suis moussé tout seul sur des gens qui ont moins de privilèges que moi. Et si tu fouilles dans ma carrière, je l'ai fait 6 422 millions de fois. Je précise juste que je suis pas au-dessus de tout ça. La théorie, elle est là et c'est vers quoi j'essaie d'avancer. Entre autres, en répondant à des questions de gens qui faut poser des questions que c'était peut-être pas posées. Donc, merci. J'ai pas grand-chose à dire à part ça. C'est genre, je vais pas me faire la porte-parole de choses que je connais pas. Je vais faire en sorte de faire monter des meufs, par exemple racisées, pour qu'elles en parlent ou qu'elles parlent de ce qu'elles veulent, en fait. Voilà. Oui, c'est ça. Ça me semble pas mal, en effet. On est sur le mot de la fin. C'est un bon truc, le coup effectivement, on s'offusque souvent plus pour les autres que pour nous-mêmes. Je pense que déjà, c'est un bon signe si on fait ça. Ça veut dire qu'il y a de l'empathie pour les gens.
Maintenant, il faut effectivement pas se mettre à la place des gens et comprendre que les gens sont capables de aussi porter eux-mêmes leurs revendications, leurs blessures entre guillemets. Donc, Tu vas pas aller jusqu'à t'approprier la souffrance des autres. Exactement, exactement. Tu l'as pas porté. En fait, c'est des fois un peu un comportement néocolonial entre guillemets de l'homme blanc qui vient encore sauver le truc parce que. Le gars il est pas capable de s'exprimer correctement, il est pas capable de se défendre lui-même en fait. Non, effectivement, après ça reste du cas par cas quoi. Je sais qu'effectivement pour la réappropriation de mots, moi c'est aussi un truc que je fais beaucoup, tu vois, dans mon spectacle, je me réapproprie un peu le mot bougnoul comme la communauté afro a pu faire avec le N-word, tu vois, c'est des trucs en fait c'est à nous de le dire et en fait de changer la dynamique qu'il y a autour de ce mot quoi. Après ça reste un mot que effectivement si quelqu'un d'autre me le dit, je vais être en mode gars t'es qui tu vois. Et j'ai déjà eu des phrases, moi je dis le mot bougnoul mais c'est un peu choquant, mais tu sais rien que le terme bon arabe, on m'a souvent dit je suis un bon arabe parce que je bois, je fume et tout, tu vois. Et c'est des trucs, je suis en mode mais qu'est-ce que tu fais? On m'a déjà présenté récemment sur une scène en me disant Adèle c'est mon arabe préféré. What? Et j'étais vraiment en mode... Et il me dit, tu me diras si après c'est raciste. Mais j'étais en mode, bah ouais, mon refrain. Je vais te le dire tout de suite. Surtout que j'étais pas le seul sur le plateau, tu vois ce que je veux dire. Donc c'était un peu bizarre, quoi. Et puis le mec fait que déballer des trucs avec les Minecraft. Tu es raciste, tu crois? Ok, d'accord. Donc voilà, c'est des trucs, c'est du cas par cas, quoi. Bah, je pense que c'est un top mot de la fin. Merci à tous les trois, en tout cas. Merci à tous. J'espère que ça vous a plu. Merci. Merci. Et merci Laurie. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner au podcast. Si vous voulez réagir à nos propos, la section commentaires est faite pour cela. Ou alors, vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo @goodmorninglo. On se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode d'Épicéa et d'ici là, prenez soin de vous.